Bonjour à tous. Bonjour Oriana. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bon, bienvenue autour de ce sujet qui a beaucoup fait écrire, donc la pseudonymisation avec l'arrêt SRV. Euh, je laisse peut-être Oriana se présenter. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Euh, si tu veux te présenter vite fait. Tout à fait. Alors, du coup, je suis Rina Labruyère. Je suis la cofondatrice de la Robe Numérique Conseil et la fondatrice de la Robe Numérique Avocat, qui sont deux cabinets qui sont là pour accompagner les clients de manière opérationnelle et très concrète face aux enjeux du numérique. Et là, on a un fabuleux exemple de l'enjeu du numérique avec cette décision, voilà, dont on va évoquer les contours avec Exactement. vous ce matin. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, bon, moi c'est Leila Sessa, je suis Legal Content Manager chez Dastra. On est une plateforme SaaS qui facilite la conformité, que ce soit avec le RGPD ou récemment avec le AI Act, pensé pour les DPO, mais pas que. Au cas où vous voulez une démo ou un contact, n'hésitez pas à faire une demande sur notre site. Euh, donc voilà. On va peut-être commencer parce que le sujet est assez gros. Ce qu'on vous propose, donc, c'est un décryptage un peu croisé, juridique et opérationnel sur cet arrêt-là et donc la pseudonymisation et même l'anonymisation. Donc, on va voir qui sont quand même des sujets clés. Peut-être qu'on peut, je vais peut-être exposer juridiquement un peu l'arrêt, les apports, etc. Mais Oriana n'hésite pas bien sûr à rebondir. Donc, l'intérêt, c'est que ça soit vraiment un échange. On n'est pas là pour faire un cours. Non, pas de Euh, cours ce matin, donc, ce qui, je suis sûre, vous êtes très déçus. Voilà, l'important c'est que ça soit un échange. Et n'hésitez pas encore une fois à mettre vos questions. On sera content d'y répondre. Mais on est vigilante, on regarde, on surveille. Voilà. Donc, de quel contexte on parle? Pour ceux qui ne savent pas peut-être ou ceux qui sont là pour le découvrir ou d'autres qui le savent, la CGE a rendu le 4 septembre donc un arrêt plutôt majeur dans l'affaire EDPS SRB. Euh, et c'est- Elle est d'autant plus importante parce que la CGE ici, elle tranche en défaveur quand même du contrôleur européen de la protection des données, le DPS, qui était pourtant soutenu par le Comité européen de la protection des données, donc le CEPD, euh, pour confirmer une approche relative de la notion de données personnelles. Nous allons le voir, mais c'est quand même un contexte majeur. Et c'est la première fois que la Cour, en fait, l'admet d'une manière tellement explicite sur cette approche-là. Donc, de quoi on parle? Je, J'autorise vite fait les gens qui sont Là, je le arrivés. fais pendant que tu parles, t'inquiète. Ah, parfait, ok. Je surveille. Ok, très bien. Donc, on va pas peut-être rentrer dans tous les détails de l'arrêt, mais c'est important de comprendre ce qui s'est passé dans les faits pour comprendre pourquoi déjà la question s'est posée. Euh, donc, on est dans un cas de Banco Popular espagnol où leur conseil de résolution unique, donc SRB, Single Resolution Board, qui est un organisme européen et une institution, euh, organise une procédure d'indemnisation. Et il y a ensuite une consultation, donc le SRB va mener une consultation auprès des actionnaires et des créanciers de la Banco Popular et va collecter des commentaires, il va collecter d'autres données et va les transmettre euh, au cabinet Deloitte pour évaluation. Et avant de faire ça, le CRU donc, va remplacer les noms par des codes alphanumériques, il y a sous forme pseudonymisée, et garde la clé de réidentification mais Deloitte ne l'avait pas. Donc, important de savoir ça, que le Deloitte ne pouvait pas techniquement réidentifier les données, alors que le SRV conservait la base qui permet de relier le code à la personne. Euh, Ici, le DPS, l'équivalent de la CNIL auprès des institutions, organismes européens, euh, sanctionne le CRU parce qu'il n'avait pas informé les personnes que leurs données seraient transmises à Deloitte, alors que c'est des données personnelles. C'est pas parce qu'elles sont pseudonymisées qu'elles ne sont pas personnelles et donc on tombait dans l'obligation normale d'information.
Euh, donc, en première instance, ici, le tribunal de l'Union européenne a donné tort, en fait, à l'EDPS, et c'était en 2023. Parce qu'il estimait que pour Deloitte, les données étaient tout simplement anonymes. Donc, il n'y avait pas les moyens pour les réidentifier. Donc, ce n'était pas une donnée personnelle pour le destinataire et qu'on n'aurait pas dû y voir une transmission de données personnelles. Euh, et le DPS a formé un pourvoi donc, contre cette décision, auquel s'est joint ensuite le Comité européen de la protection des données, donc le CEPD. Et à savoir que la Commission européenne s'est quand même jointe à l'instance du côté du CRU. Donc, on avait quand même de gros acteurs dans cette décision. Et donc, la CGU, finalement, a été amenée à trancher clairement ces questions-là. Est-ce que les données pseudonymisées envoyées par le SRB à Deloitte devaient être considérées comme des données personnelles pour Deloitte ou bien des données anonymes dans ses mains parce qu'il n'avait pas les moyens raisonnables de réidentifier en fait les personnes derrière. Et une question très importante aussi encore l'air, est-ce que le SRB devait informer les personnes de l'existence de ce destinataire, donc dans le cas de Deloitte, au moment de la collecte ou pas? Euh, donc, pour voir ce que la CGU en fait a tranché sur ces sujets, ce qui est le plus important à retenir, c'est qu'elle va rejeter la thèse absolue de l'EDPS en instance, mais qui n'est pas uniquement celle de l'EDPS, mais quand même aussi d'autres autorités de protection de données qui ont souvent eu une interprétation un peu maximaliste en fait de ces notions-là. Euh, donc, va venir rejeter l'approche absolue de l'EDPS selon laquelle une donnée pseudonymisée doit toujours être considérée comme donnée personnelle euh, dès lors que en fait, les personnes concernées restent identifiables. Donc, en fait, la question de savoir si on peut avoir accès aux données supplémentaires d'identification, aux moyens supplémentaires d'identification, n'a pas d'impact en fait sur le fait de dire si une donnée est personnelle ou non. Dès que dans l'absolu, on peut réidentifier la personne. On parle quand même de données personnelles et qu'il n'est pas requis en fait que toutes les infos qui permettent d'identifier la personne soient entre les mains d'une seule personne. Donc, euh, et pour le DPS, en plus, on le voit dans l'arrêt et dans la position, c'est que c'était un autre cas typique de pseudonymisation où, en fait, on n'arriverait jamais à dire qu'on arrive dans un cas d'anonymisation. On ne va pas aller plus loin. On est dans un cas standard de pseudonymisation où la donnée personnelle reste personnelle. Euh, la CGE, ici, en fait, va venir rompre avec cette approche absolue, adopte une approche, donc vous l'avez compris, relative, en fait, elle confirme que si le destinataire, donc dans notre cas, en l'espèce, c'était Deloitte, n'avait aucun moyen raisonnable de réidentifier les personnes concernées, la donnée est censée être considérée anonyme pour lui. Donc, une même donnée personnelle peut être personnelle pour l'émetteur, donc qui a la clé, mais anonyme pour le receveur. Euh, C'était le cas vu que Deloitte n'avait pas les mesures pour réidentifier les personnes derrière. Euh, donc, en plus, ici, la CGUE suivait son avocat général. C'était quand même la position de son avocat général pour confirmer en fait cette approche relative tout simplement. Mais c'est la première fois que la CGU l'assume d'une manière tellement explicite, parce qu'on l'a déjà vu avec l'arrêt Breyer, où elle l'a interprété, où elle l'a dit d'une manière un peu moins peut-être noir sur blanc. Mais c'est quand même important de savoir que dans cet arrêt, c'est vraiment explicite euh, et, et confirmé. Voilà. On peut Euh, dire, on peut dire oui. notamment que cet arrêt, il est assez conforme pour, là, vraiment, en tant que juriste, Oui. on peut dire qu'il est assez conforme, notamment si vous avez la curiosité d'aller lire le considérant 26, que sans tricher, j'ai sous les yeux parce que je ne le connais pas par cœur, qui rappelle quand même que pour établir le caractère réidentifiant et du coup le caractère identifiant de manière directe ou indirecte du donné à caractère personnel, il faut évaluer
et prendre en considération l'ensemble des facteurs objectifs tels que le coût de l'identification, le temps nécessaire à celle-ci, en prenant en compte les technologies disponibles au moment du traitement. Mais du coup, c'est aussi les technologies disponibles au regard du destinataire de la donnée. C'est ce que vient dire l'arrêt en réalité. C'est que finalement, on doit aussi se mettre par rapport au destinataire de la donnée et donc par rapport à celui qui va l'exploiter en second temps. Et là, dans le cas de l'arrêt, Exactement. c'est bien Deloitte qui est visé par cette question-là. Et donc, c'est la question de savoir si Deloitte a les moyens technologiques de manière objective. Est-ce qu'ils ont les moyens technologiques? Est-ce que raisonnablement, ils peuvent réutiliser ces données? Et donc, en fait, en déduire l'identification. Et l'arrêt nous dit non, parce que finalement, ça aurait été déraisonnable pour eux de procéder à une tentative de réidentification, puisqu'ils ne disposent pas des clés permettant de lever le caractère pseudo de la donnée. Donc, ça devient une donnée anonyme finalement par destination. Elle ne l'était pas de base, mais finalement, dans le cadre du procédé, elle le devient. C'est assez intéressant parce que ça veut dire aussi que ça protège grandement les utilisateurs, en tout cas les personnes au quotidien. Mais c'est un arrêt quand même qui est intéressant parce que c'est d'abord un arrêt du droit de l'information. Au-delà de la question de la technologie, c'est quand même d'abord un arrêt du droit de l'information de la personne et donc dire où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il finit. Et lorsque je regarde sous le prisme de l'émetteur de la donnée et quand je le regarde sous le prisme du destinataire, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que j'ai comme devoir d'information. Et là, on le voit, finalement, la donnée, elle change de qualité au regard du procédé technologique auquel elle est soumise. Donc, c'est quand même assez intéressant de se rendre compte que finalement, la donnée, elle est vraiment sa qualité est très mouvante. Et je trouve que du coup, c'est quand même un arrêt qui est assez pragmatique. Parce que à l'inverse, si on tire le fil, on en parlera encore tout à l'heure, je pense, mais si on tirait l'exercice jusqu'au bout, est-ce que Deloitte était en capacité d'informer les personnes? Est-ce que Deloitte était en capacité de faire une purge des datas pour une personne qui aurait demandé la suppression de ces données? Bah, en fait, non. Et quand on arrive avec cet exercice à rebours de se dire comment je mets en œuvre l'exercice des droits et que la réponse est finalement l'impasse, ça doit aussi nous alerter en tant qu'experts au quotidien de ces questions, en se disant si d'un point de vue technologique, d'un point de vue technique, je ne peux pas réaliser opérationnellement à rebours cette identification pour permettre à la personne d'exercer ses droits, et notamment le droit de base qui est le droit d'accès, et puis on va dire le droit de suppression, c'est que c'est peut-être pas une donnée à caractère personnel, parce que je ne peux rien en faire. Finalement, je peux même pas lui permettre d'exercer ses droits d'un point de vue technologique. Je trouvais que c'était important de rappeler que c'est vraiment c'est avant tout un contentieux de l'information. Parce que ça a été un peu noyé par rapport au motif technologique et à cette. Oui, oui, C'est oui. vraiment d'abord un contentieux de l'information et de l'obligation d'information. Donc, je pense que c'est important parce que ça montre aussi l'évolution de la donnée dans son traitement et dans son exploitation. Voilà ce que je voulais rajouter là-dessus. Oui, carrément. N'hésitez pas toujours Donc, si vous avez des questions, hein, je rappelle, oui, bien vous sûr, pouvez lâcher vous quoi. bien sûr. Donc, comme on l'a un peu redit ici, mais en fait, finalement, comme tu l'as très bien dit, Oriana, ça dépend de la personne qui reçoit cette donnée et c'est là où on découle une sorte de distinction fonctionnelle pour qui est le responsable de traitement initial et qui conserve donc les moyens de réidentification, pour qui les données restent donc pleinement personnelles, si on peut dire ça comme ça, et restent sous l'égide du RGPD, et pour le destinataire, à qui finalement qui n'a pas les clés de réidentification, on considère que les données sont anonymes entre ses mains et c'est une conséquence donc importante parce que finalement le RGPD ne s'appliquerait pas pour ce traitement bien sûr spécifique, on ne parle pas de tout. Donc c'est ça la conséquence un peu pratique de ce que la CGU a tranché. Ici, très bien, tu l'as très bien dit, Oriana, avec le considérant, mais cette question de moyens raisonnablement susceptibles d'identifier la personne, en fait, ce considérant qui reprend ces critères
finalement, la CGU le dit, et elle s'étend pleinement sur ce considérant pour reparler de ces critères en fait, d'évaluation du caractère identifiable ou non de la personne concernée. Elle reprend les termes comme le coût d'identification, le temps, la technologie nécessaire. Donc, en fait, la logique ici, c'était de dire que si les données pseudonymisées devaient toujours être systématiquement considérées données personnelles, le considérant, en fait, il ne s'étendrait pas autant sur les critères d'analyse de la nature identifiable des données. Donc, en fait, c'était un argument sur lequel elle s'est pas mal attardée pour en fait, mettre un peu la lumière sur ce point-là. Donc, comme on l'a aussi déjà évoqué, donc c'est l'importance de l'obligation d'information ici et de l'exercice des droits qui en découlent. Parce qu'ici, en fait, la Cour va quand même donner raison au CEPD à l'EDPS, pardon, sur la sanction du côté de l'obligation d'information de la personne, qui est quand même le sujet le plus important et qui ici devait peser sur le contrôle, sur le responsable de traitement qui était le CRU. Donc, en fait, l'approche relative de la donnée ne change en rien les obligations du responsable de traitement qui, finalement, doit informer la personne concernée de ce transfert ou de sa transmission ou du traitement. Ce qui est quand même rassurant, parce que, ouais. à l'inverse, si on devait raisonner le droit de l'information sous l'angle de la communication et des conséquences vers le tiers externe de ce droit de l'information, ce serait ingérable, même d'un point de vue de la rédaction des mentions d'information qui sont déjà très lourdes et qui sont parfois compliquées à élaborer. Donc vraiment, c'est heureux qu'elle le rappelle et je pense que ça clarifie aussi la posture parce que peu importe finalement l'effet de ce transfert sur la donnée, le changement d'état de la donnée, de donner un caractère personnel à données tellement pseudonymisées qu'elles deviennent anonymes pour le destinataire, c'est bien le responsable de traitement qui reste, comme son nom l'indique, responsable de la donnée et du coup de l'information des personnes. Et finalement, on voit cette méthode plus comme une mesure de sécurité qui devient finalement assez neutre, en réalité pour le responsable de traitement, mais ça l'est pas du tout pour le destinataire. C'est vraiment pas neutre pour le destinataire, par contre, c'est neutre pour le responsable de traitement. Donc, c'est quand même très important. Enfin, oui, bien sûr, parce qu'en fait, on dit ici que le caractère identifiable de la personne, ça doit être apprécié au moment de la collecte des données, et, enfin, du point de vue du responsable. Donc, c'est bien sûr une conséquence pratique à ne pas négliger. Après, donc, on vient d'exposer un peu les apports majeurs ou ce qu'il faut retenir de cet arrêt. Après, comme tu le dis, ça peut avoir des conséquences lourdes parce que finalement, c'est un peu un arrêt qui est. Enfin, c'est un apport qui est peut-être un peu difficile à mettre en œuvre, difficilement applicable en quelque sorte. Surtout qu'en fait, il y a plusieurs sujets ici. Si on peut avoir un prisme un peu critique de cet arrêt-là, c'est déjà de parler du risque d'inciter le destinataire ou le sous-traitant en tout cas à se déresponsabiliser parce qu'en fait, il n'aurait pas intérêt finalement à démontrer qu'il est en mesure de déchiffrer les données. Et donc, en quelque sorte, est-ce que ça l'inciterait peut-être pas à échapper en fait à ses obligations en disant ah moi j'ai pas du tout les clés, moi je peux pas en fait c'est l'approche de vraiment montrer qu'il ne sera pas en mesure de le faire. Moi, Est-ce je ne sais pas que parce que d'un point de vue très opérationnel, ouais. Finalement, la responsabilité de la mesure technique appliquée pour la pseudonymisation, elle est sur le responsable de traitement qui transfère la data au sous-traitant ou à un tiers en tout cas. Parce que du coup, on se pose aussi la question de savoir si c'est véritablement un sous-traitant, si ce ne sont plus des données à caractère personnel. En revanche, ça fait quand même peser la responsabilité sur le responsable de traitement qui doit quand même démontrer que ce qu'il a mis en œuvre pour pseudonymiser la donnée est suffisamment compliqué pour que la réidentification a posteriori soit pas possible par le sous-traitant. Et par son sous-traitant, c'est-à-dire par le sous-traitant que lui a décidé de choisir. Donc, c'est là aussi où lui, en tant que responsable de traitement, il faut qu'il démontre l'efficacité de la mesure qu'il a mis en œuvre. Donc, je ne sais pas si finalement, ça incite plus le destinataire ou ça responsabilise plus
le responsable de traitement. Et ça met peut-être un peu plus de pression sur le responsable de traitement qui, du coup, peut pas se cacher derrière. Oh, bah, moi, j'ai mis 6 chiffres, allez, c'est terminé, voilà, vous pouvez pas Oui. réidentifier. C'est vraiment, je pense que ça responsabilise beaucoup le responsable de traitement sur le transfert et sur Mm. la mesure de sécurité appliquée aux données dans le cadre de ce transfert. Et après, je pense que par rapport au destinataire qui était une société de conseil, enfin, Deloitte, c'est pas un géant du numérique. Évidemment que je pense que l'arrêt aurait pu être différent si on avait envoyé ces données à une société géante du numérique avec des capacités à mobiliser et un Mm. intérêt. Je pense aussi que là, c'est pas étudié, mais il n'y a pas, il y a pas d'intérêt, il n'y a pas de pertinence. Ils vont rien en faire de la réidentification. Alors qu'on pourrait imaginer que on pourrait essayer de faire un détournement de cet arrêt en disant bah moi j'ai envoyé des données pseudonymisées donc tranquille. Le sous-traitant dit bah oui moi ça va être dur pour moi donc je considère que ce ne sont pas des données à caractère personnel mais en fait Mm. en fonction de la nature du destinataire je pense qu'il faut cependant pas être dupe. Là c'est peut-être déraisonnable. Est-ce que dans certaines organisations certaines tailles de structure avec des capacités de calcul ou de croisement de données est-ce que là on pourrait pas envisager une réidentification par d'autres moyens qui finalement ne seraient absolument pas déraisonnables parce qu'ils auraient déjà, d'un point de vue technique et d'un point de vue de l'intérêt pour eux, finalement, les capacités de le faire. Et là, l'arrêt aurait été très différent, je pense, si on Mm. applique la même méthodologie. Donc, je pense qu'il faut cependant être, nous, en tant que, si mettons que dans la salle, là, on a plein de DPO, je vais partir de ce principe, je pense qu'il faut être très vigilant sur l'obligation qu'on impose aussi aux sous-traitants en disant, si on vous envoie des données pseudonymisées qui deviennent des données anonymes, finalement, par destination chez vous, vous devez également vous engager contractuellement à ne pas tenter en aucune manière Mm. de tenter de les réutiliser. Et là, on sera dans le cas de cet arrêt parce que finalement, d'un point de vue technique et d'un point de vue contractuel, on se sera engagé à pas le faire. Mais je sais, je serais ravie de débattre avec vous si vous avez un autre sentiment, mais je, j'ai quand même l'impression que ça met plus de pression au responsable de traitement qui va devoir justifier de la nature Mm. enfin, et de l'efficacité de la pseudonymisation qu'il a mis en œuvre. Oui, qu'il n'y a vraiment aucun moyen derrière de... Oui. Mm. Oui. Et qui du coup devient anonyme par destination pour celui qui reçoit la donnée. Mm. Et est-ce que dans ce cas, on craint pas un peu une sorte d'asymétrie réglementaire dans le sens où pour un même traitement, la donnée peut être personnelle et du coup sous l'égide du RGPD, mais en même temps, quand elle arrive chez le destinataire, il n'est plus soumis au RGPD. Donc, est-ce que concrètement, ça va peut-être être un peu, pas déstabilisant, mais peut-être un peu difficile à contrôler vis-à-vis de la chaîne du traitement de données ou pas forcément, En fait, à ton avis? là, je pense qu'il faut juste un tout petit peu dézoomer. Là, on est sous un prisme uniquement protection des données à caractère personnel. Oui, Mais la protection des données à caractère personnel, c'est pas la protection des données au sens large. Et c'est pas donc, la ça veut dire seule. que Ouais. en fait, bien sûr qu'il y a une asymétrie par rapport au texte qu'est le RGPD, parce que finalement, il va s'appliquer en plein, et d'un point de vue très pragmatique, finalement, ce qu'on disait un peu en intro, Oui. pour le responsable de traitement, qui va, lui, être obligé d'exécuter les demandes de droit, etc. Mais finalement, quand on regarde, et qui va, du coup, s'assurer que son, le tiers destinataire de la donnée qui est pour lui un sous-traitant, mais qui ne l'est pas pour le RGPD. Enfin, ça crée effectivement, d'un point de vue du raisonnement, peut-être quelques ruptures, mais dans les faits, si j'étais responsable de traitement de la structure qui a envoyé des données à Deloitte, je pourrais dire à Deloitte, tu supprimes les données de 24 32 18 54 GE parce qu'il me l'a demandé, parce que moi j'ai la table de correspondance, je sais dire qu'il faut que tu supprimes ces données-là, si tant est que ce soit toujours possible et que voilà, ça ait un sens d'un point de vue très opérationnel.
Mm. Mais moi, je peux le faire en tant que responsable de traitement et je peux demander à mon sous-traitant d'exécuter ça. Ce que ça dit en revanche, c'est que finalement, il ne devient pas un co-traitant. Il est pas soumis à toutes les dispositions du RGPD sur l'exploitation de cette base parce que finalement, lui, il n'arrive pas à voir les gens qu'il y a derrière. Donc, c'est un peu ça, pour moi, c'est ça la dichotomie que ça crée. Mais en revanche, ça ne veut pas dire que le destinataire des données, il n'a pas d'obligation de sécuriser de la data qui lui a été envoyée. Parce que si lui, il n'est pas en capacité de reconstituer la donnée personnelle attachée à cette pseudonymisation, ça ne veut pas dire que, en effet rebond, un tiers pourrait pas, lui, récupérer cette donnée et par croisement, par exemple, dans le cadre de failles de sécurité, pourrait réexploiter cette Arrive donnée et à... refiabiliser cette donnée d'une manière ou Ouais. d'une autre. Mm. Et ça, je pense que d'un point de vue plutôt de la sécurité de l'information, la sécurité de la donnée, ça, c'est pas quelque chose que l'on peut ignorer. Et là, j'invite plutôt, du coup, les DPO et les RSSI de marcher main dans la main parce que lorsqu'il y a ce type de transfert, il faut s'assurer qu'au-delà de l'application du RGPD, les bases d'hygiène, de sécurité de l'information soient respecter en fait Mm. et suivre la donnée, quelle que soit sa nature, que ce soit une donnée à caractère personnel ou pas, le droit de la protection de la donnée en elle-même doit suivre en fait. Et vraiment, là j'insiste, hein, parce que sinon, on peut se retrouver avec des bases de données sur lesquelles on va apporter une hygiène de sécurité complètement différente. Et donc à la fin, on dira, bah oui, mais là, j'ai mis une hygiène light parce que finalement, c'est pas une donnée à caractère personnel. Donc finalement, je la traite comme toutes les autres. Et du coup, potentiellement, je la traite pas correctement également. Et donc, dans Mm. le cadre de failles de sécurité, tout ce que vous voyez passer, on pourrait tout à fait euh, réidentifier parce que là, même si le destinataire initial de la donnée n'avait pas les moyens raisonnables de le faire, les Mm. hackers, ils ont carrément les moyens peut-être de le faire. Et donc, à Oui. partir du moment où d'autres ont les moyens, vous devez vous protéger de ce type de réutilisation. Et donc là, c'est plus à l'échelle de l'organisation euh, est destinataire de la donnée qu'à l'échelle du responsable de traitement que ça se passe. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure, j'évoquais le fait que on pourrait mettre dans les contrats, et moi j'invite à le faire, une ligne qui bien interdit la réexploitation et Mm. la tentative de réidentification. Mais au-delà de ça, c'est aussi leur demander qu'ils appliquent des mesures de sécurité qui soient au moins équivalente à celle qu'on mettrait sur des données à caractère personnel parce que derrière ça, il y a quand même des données à caractère personnel. Donc, eux, ils n'ont pas les moyens, ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas d'obligation d'information, ils vont pas avoir d'obligation d'exercice des droits, etc. Tout ce qui va avec le package RGPD, certes, mais le package sécurité, ça peut pas être évacué, Mm. à mon sens. Très clair. Donc, finalement, une asymétrie un peu vis-à-vis du RGPD lui-même, mais pas de la sécurité des données en tant que telle, parce que c'est pas le seul texte qui vient. Enfin, c'est vraiment vis-à-vis du spectre RGPD qu'on pourrait dire qu'il y a une asymétrie, Oui, finalement. oui, mais parce que finalement, on utiliserait dans la base du texte, dans le considérant 26, ils disent bah, le RGPD s'applique pas si ce sont des données qui deviennent anonymes finalement. Mm. Mais là, on sait qu'elles ne sont pas anonymes parce que le responsable de traitement, lui, il est en capacité de Il peut. réidentifier. Donc la nature de la donnée, c'est pas anonyme. Non. La nature de la donnée reste pseudo. Oui. Donc vraiment, je pense que la question de la sécurité doit être mise très en avant sur ces aspects-là. Mm. Et une autre critique qui a été, qui peut en découler, c'est un peu l'insécurité juridique, mais à voir jusqu'à où ça crée vraiment une insécurité. Mais c'est juste par rapport au fait que si finalement on prend cette approche subjective de la donnée, au lieu de retenir un critère un peu objectif qui dit que toute donnée qui se rattache à une personne qui peut être identifiable ou pas est considérée donnée personnelle. Donc, en fait, ici, peut-être que l'application finalement du RGPD va dépendre du fait de savoir si l'entreprise déclare être en mesure ou pas d'avoir l'intention d'identifier peut-être la personne, bien que ça, c'est vraiment du spectre ou du prisme du responsable de traitement où ça va vraiment faire la différence par rapport à la pseudonymisation. Mais la notion reste peut-être un peu à peut-être clarifier, surtout qu'on parle de moyens raisonnables d'identification. Donc, il y a aussi la notion de raisonnable qui vient ici en jeu, qui peut-être va être
éclairci avec des lignes directrices ou la suite en fait de cet arrêt, parce que pour l'instant, on sait juste que le risque de réidentification euh, il paraît insignifiant euh, quand l'identification est soit interdite par la loi, soit irréalisable en fait en pratique, parce qu'il y Mm. a des questions de coût, parce qu'il y a des questions d'efforts démesurés, etc. Ça, c'est la jurisprudence de la CGU un peu constante sur cette notion de raisonnable. Mais peut-être que ça sera un peu plus clair pour les organisations derrière si on arrive un peu à délimiter cette notion-là qui pour l'instant peut-être va créer une sorte d'insécurité juridique. Voilà. Ah, le terme Euh, raisonnable, euh, je viens de faire la recherche là. Le terme raisonnable, il intervient 29 mois dans le RGPD. Donc, oui, c'est donc c'est quand beaucoup. même. Oui, L'idée de oui, ce bien sûr. texte, c'est quand même, et je fais pas de recherche de proportionné. Raisonnable, proportionné, enfin, c'est vraiment des termes qui reviennent beaucoup. Bien sûr. C'est quand même l'idée du texte à la base. Ouais. C'est parce que l'idée, c'est vraiment de mettre la responsabilité au regard de l'acteur qui exploite la donnée, que ce soit le responsable de traitement ou le sous-traitant. C'est bien cette idée-là de faire porter la responsabilité à l'échelle de l'organisation. Donc, même si demain on a des critères qui sortent sur le caractère raisonnable, ils vont devoir encore prendre quand même la question de la taille de l'organisation, son secteur d'activité. Comme d'habitude, partout dans le C'est texte. obligé. Je veux dire, Ouais. parce qu'on ne peut pas imaginer que raisonnable, c'est la même chose pour une PME où ils sont 100, une start-up qui tente de faire du quantique C'est un gros groupe. et un énorme groupe. Ouais. Enfin, en fait, Oui, raisonnable, bien là, c'est sûr. vraiment à l'aune de l'orga. Donc, ça clarifiera les choses, mais ça va clarifier une méthodologie, mais ça ne fera pas la méthodo. Il va falloir quand même la faire. Mm. Et donc, je pense que ce que dit quand même, enfin, pour moi, dans l'impact de cet arrêt, c'est quand même de rappeler que chacun a des responsabilités. Et À quel donc, moment aussi? exactement, et à quel Ouais. moment. Mm. Et donc, si on est uniquement sur la partie euh, RGPD et donc droit des personnes, parce que c'est ça que ça vient couvrir, et bien là, on dit, bah, comme c'est anonymisé finalement par destination pour le destinataire, et ben, le droit des personnes ne va pas s'appliquer ici. Mais ça, c'est hyper logique quand même. Par contre, Oui, est-ce que bien ça veut sûr. dire que le responsable de traitement, il ne doit pas interroger son destinataire de données dans le cadre d'un exercice de droit? Carrément non. C'est vraiment, ça, c'est absolument inenvisageable. Il devra Oui, l'interroger. Il bien devra lui sûr. dire le numéro suivant supprime la donnée Ouais. parce qu'il doit exécuter chez ses sous-traitants la demande de La droit demande de qui a, droit qui a été en faite. question. Ouais. D'ailleurs, pour ça que le droit de l'information, il évoque, c'était dans la slide d'avance que tu avais noté, il évoque le destinataire alors même que la personne concernée, elle ne peut rien en faire. Ouais, carrément. Elle va contacter Deloitte dira, je ne sais pas qui vous êtes, mais si, il a dit que c'était vous qui avez eu mes données. Ah, super. Donc ça fait un peu un dialogue potentiellement un peu de sourd. Mais Mm, mm. le point là critique, c'est qu'il faut être très pédagogue quand on est responsable de traitement pour expliquer que ça sert vraiment à rien de contacter Deloitte parce que le procédé technique qui a permis la transmission de manière sécurisée de la donnée ne permet pas au destinataire de vous identifier. Et donc, il faut que je centralise les demandes pour qu'elles soient effectives. Et le responsable de traitement ne pourra pas non plus se cacher derrière. Ah ben moi j'ai envoyé des données comme c'est pseudonymisé et Donc, que c'est c'est pas anonyme pour lui, mon. c'est pas mon Ouais, sujet, c'est ouais. plus de la donnée caractère personnel, carrément pas. Pour le responsable de traitement, c'est toujours de la donnée à Ça caractère personnel. reste de la donnée personnelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi dans le chat? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça va ou est-ce que vous voulez qu'on Alors, précise quelque chose? Parce que j'ai lu quelques questions oui, j'ai lu, mais il y a des réponses mais, enfin, ils disent qui ont qu'on a déjà été répondu. apportées. Ouais. Donc, je me dis que c'est bien parce qu'on suit un Ouais, raisonnement qui. très bien. euh, je suis d'accord avec Cathy. Oui, il faut suivre l'ensemble de la chaîne de responsabilité et il faut avoir une vue critique de cette chaîne. Mais je dirais que cet arrêt, il impose peut-être aux juristes, aux DPO, au RSSI d'être vigilants sur l'ajout, notamment dans l'annexe RGPD, en disant, OK, nous, on vous donne une donnée qui est une donnée à caractère personnel. Pour vous, elle perd ce caractère donnée à caractère personnel. Cependant, comme je vous donne une donnée qui est quand même une donnée à caractère personnel,
merci d'y apporter un certain soin. Et aussi, même si vous n'allez pas pouvoir répondre aux demandes de droit, je veux quand même que vous affichiez des mesures de sécurité suffisantes et conformes à la réglementation et que vous vous engagez à pas tenter la réexploitation, enfin la réidentification des données de quelque manière technique ou autre que ce soit. C'est ça aussi derrière. Oui, bien sûr. À tes souhaits. Euh, En tout cas, on va passer maintenant, je pense, à la partie un peu plus pratique. On pourra échanger. Juste pour vous dire qu'il y a une petite synthèse. Vous aurez les slides. C'était une question, mais juste pour le redire que vous aurez les slides à télécharger et le lien du replay sur le site, sur notre site. Donc, ça sera disponible aujourd'hui dans la journée. Mais voilà, une petite synthèse de tout ce qu'on s'est dit. On ne va pas revenir dessus parce que je vois le temps qui passe. Euh, alors, si on peut évoquer en fait maintenant les clés pratiques en fait finalement des conséquences de tout ça. Vite fait, pourquoi c'est essentiel de comprendre en pratique comment ça va se passer et pourquoi cet arrêt est tellement important puisque finalement il s'aligne avec la jurisprudence de la CJUE, donc que ce soit Breyer ou d'autres arrêts où elle a déjà elle a déjà pu avoir cette interprétation certes de manière un peu plus implicite mais qui est déjà là. Ensuite, la proposition omnibus, vous l'avez sûrement vu, qui codifie finalement cette jurisprudence parce qu'il cherche à modifier la définition de données personnelles, donc l'article 4 du RGPD, pour en fait inclure cette approche relative, qu'elle soit vraiment claire, codifiée, et finalement une approche qui est centrée sur l'entité. Donc, c'est d'autant plus important, certes, ça reste un projet et le règlement n'est pas du tout adopté, mais l'intention est là en tout cas. Et la commission va pouvoir adopter des actes d'exécution pour ce projet-là pour préciser en fait quand des données pseudonymisées sont ou pas des données personnelles. Donc peut-être plus de détails pour permettre aux entreprises de mieux comprendre comment gérer tout ça. Et il y a un événement du CEPD sur ces questions-là qui pourra permettre en fait d'apporter des éclairages peut-être supplémentaires sur ces sujets. Donc, ça reste un sujet chaud. Il faut comprendre pourquoi c'est essentiel et du coup pourquoi en pratique il faut voir comment se déroulent ces aspects. D'ailleurs, sur Euh, cette partie de simplification, euh, quand on va commencer à identifier la donnée à caractère, enfin la qualité de la donnée au regard de l'organisation, mhm. il y aura donc autant de nature de données que de traitements potentiels dans une organisation. Alors, ça n'a de simple que le nom. Hmm. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois, on va devoir réévaluer. Enfin, vraiment, ça va donner du boulot. Il n'y a pas Oui, de doute, hein. ça simplifie pas tellement finalement Ah non, ça le fait simplifie de. pas. En fait, Ouais. ils partent du principe que si on allège la définition, on va alléger les cas de données à caractère personnel. Donc, on aurait moins de données à caractère personnel. Donc, ça simplifierait avec de grands guillemets le traitement. Mais en réalité, il va falloir faire cet exercice d'évaluation de la nature de la donnée et de la qualité de données, enfin, la qualité juridique de la donnée. Franchement, moi, je trouve pas ça plus simple. Ouais. Pas du tout. Parce qu'une organisation peut être en fonction des traitements, responsable de traitement, sous-traitante, co-traitante. Vraiment, on peut toutes les avoir dans une organe. Donc, en fait, à l'échelle de l'organe, ça veut dire qu'il va falloir y faire une évaluation à chaque fois. À chaque fois. Ouais, Ouais. l'enfer. Ouais, Enfin, ouais. moi, je vois pas où est-ce que c'est. Dans quel monde c'est simple, je le vois pas. Là, ils sont peut-être dans un univers parallèle que moi, Ouais. j'identifie pas. Si vous identifiez la simplicité dans le chat, vraiment, lâchez-vous, expliquez-moi, parce que peut-être je suis limitée, mais moi, j'ai pas compris où est-ce que ça simplifie les choses. Mais en tout Pardon. cas, on comprend peut-être pas comment ça simplifie, mais ça rejoint ce que tu disais, qui est l'importance finalement de cette responsabilité finalement sur le responsable de traitement, de démontrer que la pseudonymisation est vraiment effective, etc. Donc, on peut peut-être parler d'une sorte de séparation forte en fait entre les clés et Mhm. les informations supplémentaires. Euh, ou peut-être encore le fait de devoir le rajouter dans les contrats. Est-ce que c'est des mesures contractuelles? On empêche le sous-traitant en fait, de réidentifier finalement la personne. Certains parlent même de clause pénale sur ce sujet. Ou est-ce que peut-être finalement on peut, par souci un peu de pragmatisme, dire que
on va pas voir à chaque fois c'est quoi le cas. Donc, on considère que tout, on traite tout comme si c'était une donnée personnelle. Ça a été des retours un peu sur cet arrêt, mais voilà, finalement, c'est important en pratique de savoir peut-être c'est quoi ton avis finalement, à part les mesures contractuelles qu'on peut mettre à ce sujet. Bon, les mesures contractuelles, parce que ça me paraît simple, et puis c'est un procédé que tout le monde a compris. Ah oui, bien C'est sûr. assez adopté. Finalement, quand on regarde, il n'y a plus personne vraiment qui s'étonne de devoir mettre des clauses contractuelles, d'avoir une annexe RGPD qui fait 12 pages. Ouais. Franchement, il y a 5 ans en arrière, c'était l'enfer. C'était, Aujourd'hui, tout le monde a compris, plus personne s'offusque. C'est finalement même assez codifié, tout le monde voit toujours la même chose. Ça s'est presque standardisé d'une certaine manière. Donc, évidemment, pour moi, la question de la contractualisation, c'est une des solutions très fortes. Mais euh, je vais peut-être pas me faire que les amis, mais j'aurais tendance à penser que dans le développement des technologies, le fait de tout, aujourd'hui, de tout décentraliser, au sens où plus rien n'est dans l'entreprise, finalement, tout est sur des serveurs, sur, euh, sur mm, des éléments qui sont externes aux structures. externe. Ouais. Je pense que de ce point de vue-là, euh, tout traiter comme si c'était une donnée à caractère personnel me paraît être un comportement plutôt raisonnable, si on reprend le terme Le de la terme. journée, parce que finalement, appliquer des critères élevés de sécurité, de surveillance, et bien ça permet quand même de protéger la donnée des organisations avec un niveau qui n'est pas toujours celui qu'on applique et qui conduit à des failles que l'on connaît aujourd'hui et qui ont Mm, des impacts quand même en cascade de plus en plus importants. Le développement d'intelligence artificielle aussi me pousse dans cette idée-là. Tout le monde a compris qu'on ne mettait pas de données perso dans les outils d'intelligence artificielle qui n'étaient pas prévus à cet effet. Et là, je fais un petit coucou au service RH s'il y en a qui nous écoutent. Mais à l'inverse, tout le monde comprend qu'on ne met pas une base de données complète de CRM dans ChatGPT pour lui dire, vas-y, fais-moi telle mm, analyse. Tout le monde comprend ça. Peut-être qu'il y en a encore qui ne le font pas, mais en tout cas, tout le monde comprend qu'effectivement, c'est un peu tangent. Par contre, j'ai pas l'impression que tout le monde ait bien compris qu'il y a plein de données de documents qui sont très sensibles pour les organisations, qui sont liés à leur savoir-faire, à leur business model, à mm. une analyse concurrentielle, à un positionnement concurrentiel. Et là, j'ai pas sûr d'être, enfin, en tout cas, je suis pas sûre que tout le monde ait bien compris que ces éléments-là, ils étaient peut-être à l'aune de l'organisation, peut-être plus critiques que ce qui est considéré comme étant critique au regard d'une donnée à caractère personnel. Mm. Et donc, si on applique ce même niveau d'exigence, qualité, je me dis qu'on ne peut pas être perdant. Et quand on est chef d'entreprise, protéger sa data, protéger ses documents, protéger ses secrets de fabrication, d'organisation, de stratégie de go-to-market, eh bien, j'ai pas l'impression que ça puisse vraiment nuire aux dirigeants. Alors, ça va lui casser les pieds, mais ça me paraît pas Peut-être pas avoir le dans... même impact que d'autres données Oui, qui sont oui. plus. Et puis, il y a un autre point, si on fait le lien avec d'autres réglementations, c'est que bon nombre de secteurs aujourd'hui sont visés par NIS 2 Mhm. et les niveaux de sécurité attendus par NIS 2 sont quand même plutôt proches de ceux qu'on applique aux données à caractère personnel. Donc Mm. finalement, et là, NIS 2 ne dit pas uniquement les données à caractère personnel, il dit votre Non, il système. parle de. Oui, bien C'est sûr. limite s'il n'exclurait pas les RH, parce que si on fait tomber un service RH, on ne fait pas tomber toute une boîte, mais c'est à peu près tout. Enfin, en fait, si on se pose la question de qu'est-ce qui, dans mon PCA, enfin, dans mon plan de continuité d'activité ou dans mon plan de reprise d'activité, qu'est-ce qui est absolument nécessaire et qu'est-ce qui fait que je travaille plus demain, bah, vous allez voir que vos serveurs, vos logiciels métiers, ils vont être visés, et pourtant dans les logiciels métiers, il n'y a pas forcément de données à caractère personnel. Donc Mm. finalement, le degré de sécurité attendu, il devrait s'appliquer un peu pour tout le monde. Enfin, Pour voilà, tout. Oui, j'imagine que oui. je me fais pas que des copains en disant ça, mais c'est pour moi une question, oui, peu importe. Mais pour moi, c'est vraiment une question indispensable à mettre sur la table
pour élaborer une stratégie de sécurité de l'information au sens Global. large dans Voilà. l'entreprise, enfin l'organisation. Mm. Et sinon, on va peut-être pas aborder tous les points, mais pour les obligations, pour le responsable de traitement, qui, on l'a dit, reste, enfin, pour qui les données restent personnelles, on l'a dit. Euh, Peut-être ce serait important de revoir les notices d'information, comme tu l'as dit avant, mentionner dans la mesure du possible les destinataires qui pourront pas peut-être identifier les personnes ou revoir les registres de traitement, documenter en fait un peu tout ça parce que finalement la documentation elle devient ici essentielle pour justifier l'absence de données personnelles du point de vue du destinataire. Pareil, dans les contrats, ça peut, on l'a dit, un changement peut, enfin, est important. Euh, euh, Peut-être, pourquoi pas, enfin, dépendamment des cas, une analyse de risque pour noter en quoi les données sont considérées personnelles ou pas et en quoi, enfin, quels sont les risques aussi derrière, de quoi on parle. Donc les obligations peut-être un peu normales, si je peux dire ça comme ça, pour les responsables de traitement. Euh, mais avec de petites modifications pour reprendre tout ça en compte. En fait, Oui, il va falloir viser un enrichissement de ces éléments qui sont connus et exploités au quotidien, ouais, parce que le caractère raisonnable de la réidentification va aussi dépendre de la nature de la pseudonymisation. Si ma pseudonymisation, c'est juste les initiales de la personne, on comprend bien que le niveau de pseudonymisation, il est quand même plutôt faible. ouais, C'est-à-dire qu'il y a quand même des degrés dans tout ça. bien sûr. Et donc, il devra, en tant que responsable de traitement, démontrer que la manière dont il a transmis la donnée est suffisamment sécurisée, ça vous connaissez ça par cœur, mais si derrière, il considère que son sous-traitant est relevé de ses obligations sur un certain nombre de choses, il doit s'assurer que c'est le cas. Donc, il doit aussi lui démontrer que ce qu'il aura mis en œuvre est suffisant pour Un degré garantir, suffisant. exactement, garantir la nature par destination anonyme chez son destinataire. Donc là, encore une fois, finalement, ça responsabilise un peu toujours les mêmes dans la chaîne de valeur, mais en tout cas, pour moi, ça donne un coup de marteau supplémentaire à la responsabilité du responsable de traitement parce qu'il va devoir démontrer que le choix de la pseudonymisation appliquée, de la méthode de pseudonymisation est suffisante sans être une anonymisation vraiment d'un point de vue technologique, est quand même suffisante pour ne pas permettre une réidentification finalement assez simple par le destinataire. Ça veut dire aussi qu'on doit le regarder par rapport à une situation globale. Je vous donne un exemple. Vous allez dire que je m'entête sur mon service RH, mais parce que c'est facile en fait comme exemple. Ouais. Si je suis un expert comptable et que je reçois une base de données avec des numéros au lieu des noms et des prénoms pour faire par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, une pyramide des salaires. Et que par ailleurs, j'ai le bulletin de paye. J'ai donc cet identifiant, je le retrouve sans doute sur le bulletin de paye. Et puis même si je ne le retrouve pas, finalement, le fait d'avoir les bulletins de paye, ça me permet quand même de réidentifier les De gens. réidentifier derrière. Exactement, parce que même si j'ai pas ce numéro collaborateur sur le bulletin de paye, finalement, cette identification, on va dire, unique du collaborateur, finalement, je l'ai par ailleurs avec le montant de son salaire. Donc, il faut aussi faire une analyse de le mode de pseudonymisation au regard de la relation avec le sous-traitant envisagé. Ça peut pas être une opération, je dirais, unique d'analyse. Et ça, c'est hyper pragmatique de se poser cette question-là. Bon, après, on se connaît un peu avec Dastra. Vous savez bien qu'on a cette approche-là qui est vraiment très plancher des vaches, mais on est bien obligé de se poser la question, Bien sûr. finalement, pas uniquement au regard de l'outil, pas uniquement au regard de la base de données. Et finalement, si je suis un observateur externe, je la lis, effectivement, je ne me rends pas, je peux pas identifier. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quand même au-delà, au regard de l'organisation, de ce qu'elle fait aussi. Par ailleurs, pour moi, c'est vraiment important, je pense, de rappeler que c'est quand même sous cet angle-là qu'il faut l'évaluer. On peut pas, même en tant que sous-traitant, on peut pas dire, ah bah chic, je vais exiger une base de données pseudonymisée, du coup, le RGPD, c'est plus un sujet. Ah non, c'est pas C'est pas comme suffisant. ça Ouais, qu'on c'est donne. pas du tout suffisant. Et d'ailleurs, la reine dit pas que c'est la baguette magique, hein.
C'est, donc, euh, donc voilà, c'est un Et- peu mon apport là sur ce point, c'est de dire que il y a il y a une vue qui doit être une vue aussi au regard de l'orga et de ce que ce destinataire opère comme traitement pour moi au sens large. Voilà. Mhm. Et toi qui aimes les questions techniques aussi, est-ce que tu vois quelques points un peu clés sur la pseudonymisation pour gérer un peu tout ça Alors, on en avait identifié quelques-uns quand on a préparé le webinaire. Évidemment, de manière très rationnelle, hein, la Mhm. suppression des identifiants directs. Donc là, je viens d'en donner un exemple en matière RH. On Exactement. aurait aussi la gestion des identifications. On ne le dira jamais assez parce que quand on est en capacité de faire de la quasi-identification. Donc, c'est-à-dire que finalement, en couplant deux bases de données, je vais retrouver qui est caché derrière quoi. J'ai pseudonymisé de manière plus que légère. Je vais dire ça comme ça. Ce sera pas suffisant pour être considéré comme déraisonnable de tenter de... Enfin, ce sera pas considéré comme un procédé déraisonnable Mhm. dans le cadre de la réidentification. Et là, on considérera que ce sont des données à caractère personnel, selon en tout cas ma lecture de l'arrêt. Mhm. La question du domaine de pseudonymisation, évidemment, et ça, mais ce sont des éléments d'hygiène liés au contrôle d'accès, aux habilitations, À avoir à dans tous les cas. ouais, dans tous Mhm. les cas, la séparation des environnements en base test, parce que on voit aussi beaucoup de bases de données qui sont dites pseudonymisées pour travailler sur des environnements test, par exemple. Test. Mhm. Et c'est heureux. Cependant, si mon environnement de test et mon environnement de prod sont pas véritablement séparés, avec des habilitations différentes, avec des profils différents qui se connectent, avec des logins mots de passe, et ça concrètement qui se connectent, bah, finalement, il n'y a pas vraiment de séparation. C'est la même base de données et je vais pouvoir réaliser des, euh, des réidentifications de manière très rapide en fait. Donc, alors même que le destinataire finalement de cette donnée, mettons que ce soit un service de maintenance dans un pays qui soit non conforme à l'Union européenne, parce qu'on s'est dit on s'en fout, c'est de la donnée anonymisée. Bah Mhm. non, en fait, là, vous avez Mhm. perdu le fait de ne pas avoir de séparation d'environnement, vous avez perdu la qualité de anonyme par destination de la donnée. Donc, se poser ces questions-là. Et ensuite, sur les mesures de cryptographie, de chiffrement, vraiment, soyons vigilants parce que la techno évolue beaucoup, les attaques évoluent, Mhm. l'IA côté hacker Aussi. évolue aussi et donne des possibilités, des forces différentes, enfin arment en tout cas de manière assez différente les hackers aujourd'hui. Donc, soyons extrêmement vigilants sur le choix des mesures que vous prenez Ouais. et sur les clés de chiffrement que vous envisagez. On ne l'a pas noté, mais s'il vous plaît, double authentification, y compris Ah oui, bien sûr. Ouais. sur ces mesures-là puisque finalement, on va rajouter une couche qui, là, est une couche presque sur la double authentification, presque physique, dans la mesure où il faut que je fasse valider par un autre device qui est souvent avec moi, un autre matériel qui est souvent avec moi, cette connexion. Donc, c'est une mesure de sécurité qui est pour l'instant une des plus fortes possibles. Et puis, si on Clairement. considère que l'attaque survient et qu'on se met dans le cas où vraiment rien n'a tenu et que l'attaque survient, s'il vous plaît, euh, rendez étanches enfin, supprimez, étanchéifiez vos bases pour éviter, comme dans un monde réel, on a des portes coupe-feu, bah là c'est pareil, quoi. Voilà, je pense à ça parce que mon fils a fait son PPMS hier et du coup, alerte incendie, intrusion, tout ça. Mais vraiment, le monde réel, l'application des éléments du monde réel au monde numérique, parfois grand secours. Donc voilà, la question de l'étanchéité des bases et de leur hébergement et de la sauvegarde et des réplications sont des mesures qui coûtent, c'est vrai, mais qui sont vraiment des mesures dont l'efficacité est largement démontrée, quoi. Mm. Voilà ce que je peux vous dire sur le technique.
Donc, on a vu que ça peut pas se réduire à deux messages clés. Il y a plein de nuances, il y a plein de choses à dire. Mais pour un peu, enfin pour comment dire, pour récapituler, euh, on peut dire que la pseudo, ça reste, en fait, la donnée derrière reste personnelle, mais sauf pour certains destinataires et si ces conditions qu'on a vues ensemble sont remplies. Et surtout, le prisme de l'obligation d'information, qui est quand même le prisme important ici, se juge du point de vue du responsable initial au moment de la collecte, même si le destinataire y voit ensuite des données anonymes. Donc, c'était juste pour partir avec deux récaps, bien qu'on a vu plein d'autres nuances et d'autres sujets ensemble. N'hésitez pas si vous avez des réactions, des questions. Est-ce qu'on a répondu aux questions en parlant ou pas? Euh, Est-ce que, Oriana, si tu veux répondre à ça, est-ce que cette théorie relative s'applique uniquement aux données pseudonymisées ou également aux données personnelles indirectes, notamment celles avec lesquelles nous ne pouvons pas faire recoupement avec d'autres informations pour identifier la personne directement? Bah, peu importe, parce que ce soit indirect ou direct, la nature même de la donnée fait que ça ne s'appliquerait pas. C'est Mm, relatif mm, parce que c'est le changement d'état, c'est le changement de qualité de la donnée qui perd son caractère personnel. Donc, à partir du moment où ce sont des données à caractère personnel, même qui permettent d'identifier de manière indirecte, ça ne perd pas sa nature de données à caractère personnel. Donc, je pense pas que cette théorie pourrait s'appliquer à ce moment-là, en mm. fait. D'autant que dans votre question, vous dites que c'est une question de réidentification directe, mais le texte, par contre, est très clair, c'est directement ou indirectement Ouais, identifiable. indirectement. Donc, Mm. je pense pas, Ludivine, je suis désolée que on puisse appliquer cette théorie relative à d'autres catégories, enfin, en tout cas aux données personnelles indirectes. Après, il faudrait, enfin, c'est une question, c'est vraiment une réponse de juriste, mais après, j'ai envie de dire que ça va dépendre. Il faudrait aussi faire une analyse des données dont vous parlez là, mais si vous évoquez des données qui sont finalement indirectement identifiables, je crains que euh, ça ne puisse pas perdre sa qualité de données personnelles. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? On a des remerciements. Ah ben c'est très bien aussi. Ça veut dire qu'on a Merci été beaucoup. clair. Ok. Ah, on essaye d'être Euh, clair. Après, ça ah reste oui, quand même des choses ça reste. qui sont finalement un technique, deux parfois aussi. Enfin là, c'est un exemple. Bon, l'arrêt est un arrêt avec un cas concret, mais en réalité, dans l'évocation enfin, du webinaire, ça reste quand même des Oui, concepts qu'on manie de manière théorique. Donc oui. voilà. Euh, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de questions. On a été très clair, c'est incroyable. Mais je pense surtout Ou qu'on a ils ont répondu faim. à fur et à mesure. Oui, peut-être aussi. C'est pas exclusif l'un d'autre. Peut-être qu'on a été clair et qu'ils ont faim. C'est- Ouais, Bon, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez bien des sûr. cas d'usage spécifiques ou des besoins qui sont identifiés de votre côté sur cet arrêt ou sur d'autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses là, notamment sur l'intelligence artificielle aussi, qui, euh, Bien sûr. qui Euh, secouent les directions juridiques et les DPO. Donc, Est-ce n'hésitez que, pas. Oriana, tes contacts sont sur le site de la Robe numérique? Oui, tout à fait. Comment ouais, Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, sur le site de la Robe sur Numérique. LinkedIn. Oui, oui, il y a tout ce qu'il Très faut. bien. Ma boîte mail est disponible. Voilà. Parfait. Pareil Même pour si vraiment les nous, mails, pour j'en peux le plus. site. On n'en parlera jamais assez de cette pollution. Mais, mais, mais non, non, n'hésitez pas à nous contacter, y compris sinon via LinkedIn. Enfin, vraiment, il y a pas de souci. Directement via la page de la Robe Numérique ou directement nous, Justine Cabanis ou moi, sans problème, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, très bien. Voilà. On a Merci fini à beaucoup l'heure. pour tous. Oui, et on a fini à l'heure, c'est bien.
Merci en Merci tout cas et infiniment de votre n'hésitez pas participation. à télécharger les slides, pardon, je t'ai coupé, sur le site et revisionner le replay. Et voilà, merci d'être avec nous. Et à dire à tout votre réseau que c'était super ce webinaire. Eh oui, aussi. En Et tout cas, Oriana, merci merci beaucoup. aussi pour toi et ton temps et tes remarques très Avec plaisir. pertinentes. Merci en tout cas. Salut Leïla, bonne journée à tous. Au Salut, très bonne revoir. journée. Au revoir.